grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au grand dialogue de Studio Tamani, un contexte humanitaire difficile au nord et au centre du pays. C'est le thème de notre débat d'aujourd'hui. Des vols humanitaires transportant essentiellement des produits pharmaceutiques ont atterri hier à Ménaka, au grand soulagement des habitants. Une délégation ministérielle est aussi arrivée dans la ville aujourd'hui. La situation humanitaire s'était dégradée sur place depuis quelques semaines, conséquence du blocus imposé par les groupes armés sur les routes menant à la ville. À Gao également, certains produits alimentaires se font rares ou sont chers. L'impraticabilité de l'axe Sévaré-Gao du fait de l'insécurité en serait la cause. Comment venir au secours de ces populations? Quelle solution à l'insécurité dans ces zones? Nous recevons aujourd'hui pour en parler trois invités. Dr Ahmadou Touré, il est chercheur en sciences politiques, paix et sécurité. Sidi Barka, il est le président de la société civile de Ménaka, il sera au téléphone. Et Fatoumata Maïga, présidente de l'ONG Association des femmes pour les initiatives de paix. Ce débat sera modéré par Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'être là. Nous l'avons appris ce matin aussi que le marché de la ville de Gao a pris feu et les dégâts seraient importants selon des sources locales. Je vous invite à écouter tout d'abord le général Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao. Il est au micro de notre correspondant Ali Mohamed. Pour le moment, on n'a pas appris de pertes en vie humaine. Ce que nous avons constaté, les dégâts sont énormes. C'est l'occasion aussi de saluer vraiment la promptitude et le professionnalisme de la protection civile et surtout l'accompagnement des femmes pendant ce sinistre qui nous a envahis ce matin. À l'endroit des victimes, c'est vraiment leur manifester la solidarité et des autorités de toute la population et aussi de saluer les bonnes volontés, les volontaires que, comme vous le voyez, qui sont avec des seaux, avec des boîtes, avec des incendiaires, qui sont en train de contribuer vraiment à l'extinction de ce fait que nous sommes trompés dans notre région. À l'instant, c'était le gouverneur général Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao. Madame Fatoumata Maïga, vous êtes originaire de Gao. Cette info, vous l'avez apprise, je pense bien, mais qu'est-ce que vous en savez davantage sur cet incendie? Merci bien, M. Gadjigo. Cet incendie, je l'ai aussi appris, comme beaucoup de mes frères et sœurs ressortissants de la région, et même d'autres. D'abord, à travers nos groupes, parce que nous avons des groupes WhatsApp, groupes communes urbaines de la ville de Gao, groupes des quartiers. Et aussitôt, moi, j'ai cherché à rentrer en contact avec ma famille parce que c'est des heures de pointe et de grands rassemblements à Gao. Vous savez, traditionnellement, quand vous entendez les gens dire « je vais aux 8 heures », aux 8 heures, ça veut dire « je vais au marché ». C'est à partir de 8 heures qu'il y a les grands rassemblements. Et aussitôt, nous avons cherché à rentrer en contact avec nos parents qui ont leur magasin dans le marché. Malheureusement, ça n'a pas été facile. Ce n'est que vers les environs de 15 heures que j'ai pu les avoir. Mais comme le gouverneur l'a dit, ça avait vraiment été un grand sinistre et un grand dégât à travers les informations que j'ai eues avec mes parents, que j'ai fini par avoir après. Alors, il n'y a pas d'estimation plus claire par rapport aux dégâts pour le moment, mais on peut se dire déjà que ça risque de compliquer encore la situation à Gao où certains produits commençaient à se faire rares dans la ville. Oui, malheureusement, il faut reconnaître que ça va être très compliqué parce que malheureusement, c'est un marché où il n'y a pas de magasin de stockage. Tout est stocké à l'intérieur du marché, les gens vont et ils reviennent le matin. Mais c'est pratiquement tout le marché qui a été détruit.
Parce que là où mon jeune frère a sa boutique, c'est carrément la sortie vers le fleuve. Alors que l'incendie a commencé par l'autre côté, vers la BDM. Ce qui veut dire que c'est tout le marché qui a été consumé. C'est tout le marché qui a été consumé. Et je trouve ça quand même triste, dans la mesure où les choses deviennent très chères. Le paquet de lait qui était acheté à 1750 aujourd'hui est à 3000 francs. Même là, il faut aller le chercher. Et la route Gao-Sévaré ne marche pas. Celui de Niamey, c'est Kayen-Kaha. Peut-être qu'on va en parler avec les embargos. Donc, ça devient compliqué. Ça devient vraiment... Et il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Alors, il n'y a rien. La situation est difficile sur place à Gao. C'est la même situation pratiquement, sinon pire, à Ménaka, où nous avons Sidi Barka. Nous avons appris hier que 2 vols humanitaires sont arrivés dans la ville avec notamment des produits pharmaceutiques. Est-ce que vous le confirmez, M. Barka? Bonsoir. Je partage vraiment ma douleur avec le frère de Gao, dont le marché est consommé ce matin. Ce qui va contribuer vraiment à la cherté de la vie à Gao, c'est très inquiétant parce que c'est une source de ravitaillement pour nous. Donc, par rapport à l'arrivée des vols humanitaires, hier, nous avons reçu 3 vols humanitaires transportant réellement des médicaments et des intrants nutritifs. Donc, c'est arrivé depuis hier. Nous remercions Dieu pour ça. Alors, on a appris aussi qu'une délégation ministérielle est arrivée aujourd'hui dans la ville de Ménaka. Est-ce que vous le confirmez aussi? Affirmatif. Donc, aussitôt que nous avons crié l'alarme, l'alerte à travers les gouverneurs, le gouvernement du modèle, la présidence, à travers ses différents ministres, a dégagé une délégation composée de 4 ministres et un secrétaire général. Donc, ceux-ci sont arrivés ce matin pour soutenir le moral des populations, et donner beaucoup d'informations qui remontent vraiment le moral des populations. Donc, ils sont arrivés ce matin. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté comme bonne nouvelle? La bonne nouvelle d'abord, ce qui remonte notre moral d'abord, c'est la réponse rapide par laquelle ils ont vraiment répondu pour venir à Ménaka d'abord. Cette arrivée d'abord, c'est une très bonne nouvelle pour nous. De deux, ils nous ont annoncé aussi des conditions qui seraient améliorées bientôt. Nous avons déjà des camions qui sont en route pour Ménaka pour venir en aide à la population de Ménaka. Et d'autres situations sont en cours de validation pour que Ménaka vraiment recouvre sa sécurité alimentaire. Donc réellement, leur arrivée nous a donné beaucoup d'informations qui nous remontent le moral et nous espérons quand même que ça va venir dans les jours à venir. D'accord, restez avec nous Sidi Barka. Amadou Touré, vous êtes en tout cas chercheur. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de ces 2 situations, Gao, une grande région, l'une des, sinon la plus grande région du Nord, Ménaka aussi une région importante, lorsqu'on parle d'une situation humanitaire difficile dans ces 2 régions, du fait de l'insécurité, vous en tant que chercheur, comment vous l'expliquez d'abord? Tout d'abord, bonsoir monsieur le présentateur, bonsoir madame. Aussi, je compatis à ce qui s'est passé à Gao. Et nous souhaitons vraiment du courage à notre population serre. Moi, je suis de Tombouctou, serre de Gao, bien sûr. Donc, à la question que vous avez posée, il est tout à fait normal de citer un peu Ménaka Gao. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une reprise des hostilités entre en lien avec la restitution des emprises de la MINUSMA, oui, qui a donné lieu à la prise de la ville de Ber et de Kidal. Et aussi une note du CSP2. Le cadre stratégique permanent pour la sécurité, la paix et le développement qui a notifié en décembre qu'il y a un embargo total sur les villes du Nord, de façon générale, Gao, Tombouctou, Kidal et Ménaka. Et cette imposition aussi tire sa source de l'action menée par ce qu'on appelle l'État islamique à travers une guerre asymétrique qui, à mon niveau, peut se définir comme étant une guerre qu'on mène à une force qui est plus forte que moi-même. C'est-à-dire c'est des combats entre l'État
qui a une force armée face à des groupes minoritaires insignifiants, qui ne cherchent que quoi? À se faire manifester, à dire que nous sommes là, voici ce que nous pouvons faire. Maintenant, comment on peut aussi qualifier cette prise du blocus? Aussi, par rapport à la ville de Menaka, c'est une ville stratégique qui est située à cheval entre Gao, Kidal et vers la frontière mauritanienne. Et de façon authentique, la ville même de Menaka n'a pas de production qui peut survenir. Donc, il n'y a pas une autoproduction. Donc, tout vient. Et aussi, Menaka, il est important de rappeler que la ville de Menaka était un cercle de Gao qui a eu son neutralisation avec la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Donc, c'est très difficile. Et aussi, ce blocus peut s'expliquer, entre autres, par la mauvaise volonté des acteurs qui interviennent dans la zone. Il y a notamment l'État avec avec l'État et les FAMA qui collaborent avec les MCA, le mouvement pour le salut de la Zawat, de Moussa Acharatoumane avec le Gatia. Ces trois sont à pied d'œuvre pour maintenir le bien fondé et aussi maintenir l'équilibre de la ville contre le reste. Le reste est composé des éléments du CSPD et ses alliés. Donc, ce n'est pas facile. C'est une guerre asymétrique qui n'est pas facile à combattre. C'est ce qui amène à dire que ce blocus-là n'est pas facile à combattre à ce jour. Mais aussi, pour propager aussi des propositions de solutions. Arrivé à ce niveau, nous allons en parler. D'accord. Madame Maïga, l'axe Sévaré-Gao aussi serait impraticable à cause de l'insécurité. Sinon, la route a quand même été dans un état très dégradé, mais selon les sources locales, c'est surtout l'insécurité qui empêche de circuler sur ce axe. Aujourd'hui, vous qui êtes de Gao, est-ce qu'il y a des initiatives qui ont été développées sur le plan local pour essayer de rendre cette route encore praticable? Merci beaucoup. Le problème, c'est que c'est quand même une route nationale. Ce n'est pas une route gérée par la commune de Gao. Même si c'était la région, c'est quand même le gouvernement qui le prend en charge. Aucune initiative locale ne pourrait nous amener à soulager cette affaire. C'est un programme du gouvernement seul qui peut gérer ça. La seule chose que les communautés peuvent faire, c'est d'attirer l'attention des plus hautes autorités sur cette situation. En réalité, ceux qui pensent que ça ne va pas plaire à certains à Bamako, mais moi je le dis clairement, ceux qui pensent que c'est un bout de papier, un accord qui va nous amener à la partition du pays, c'est des situations comme ça qui divisent carrément un pays sans signer un papier. Parce que quand les populations ne peuvent plus aller les uns chez les autres, il y a une partition de fait. Parce qu'il n'y a plus de route. Même les forces de défense et sécurité ne peuvent pas circuler sur cette route. Il faut aller voir. Parce que c'est facilement que les personnes de mauvaise volonté peuvent déposer des engins explosifs et tuer le maximum de personnes. Moi, je pense que ceux qui se battent pour l'unité du pays, pour l'unicité du pays, c'est des choses comme ça qui doivent être leur combat et non un bout de papier. Parce que moi, j'ai toujours dit, un bout de papier, c'est un bout de papier. C'est quand les choses se gâtent complètement qu'on va vers les bouts de papier. Maintenant, par rapport à cette situation, les populations font ce qu'ils peuvent. Hein. Vous voyez, depuis qu'il y a eu l'attaque du bateau, et même avant cela, c'est des grosses pinasses qui font le trajet Tombouctou, Gao pour prendre des ravitaillements et venir. Cela se fait au risque et au péril des gens. Il y a ce côté Niger qui, malheureusement, souvent, on tombe dans les blocus, qui sont à peu près la même chose que ce qui se passe au niveau de Menaka aujourd'hui. C'est pratiquement les mêmes acteurs. Donc, il y a le blocus entre Gao et Niger aussi. Ah ben oui, il n'y a pas une semaine, là, il y avait presque tous les véhicules étaient bloqués là-bas. On a cherché à savoir qui ils sont. Les gens disent non. Est-ce qu'on peut poser la question, est-ce qu'on peut vous escorter? Non, non, non. Maintenant, comment est-ce qu'ils sont arrivés? Certainement qu'on les a demandé de payer des rançons. Maintenant, c'est ce qui complique la situation entre Gao et Sévaré, c'est que d'abord, il n'y a pas de route. Mais il y a un semblant de business sur cette route-là.
Parce que les camions ne viennent plus. C'est des petits véhicules qui appartiennent à des particuliers qui viennent vous prendre moyennant beaucoup d'argent pour vous faire quitter Douanza et venir à Ombori pour prendre un autre véhicule. Et combien? Souvent, on nous parle de 25 000, alors que 25 000 vous amène à Bamako. Ça, c'est un business qu'on a laissé prospérer. Et aujourd'hui, je crois que ce n'est plus le cas parce que le gouverneur de Douanza n'en veut plus. Et les populations sont restées dans cette situation. Alors, il faudrait bien qu'on trouve la solution. Et moi, je suis un peu perdue, un peu gênée, un peu frustrée aussi. C'est tout un mélange, un cocktail de tout ça, gênée, frustrée et même en colère parce que en colère contre les cadres et les communautés des régions en question qui vivent à Bamako. Parce que... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Si pourtant, parce que le Mali n'est pas indépendant hier ni avant-hier. C'est quand même des régions qui regorgent suffisamment de cadres, qui ont occupé des très hautes personnalités, qui ne sont pas comme moi, Fatoumata, qui a des difficultés à ouvrir la porte du président de la République. Alors en ce moment, il y a lieu de faire un plaidoyer pour sortir du discours de la rue et venir dans l'essentiel, pour qu'il n'y ait pas d'autres frustrations qui peuvent mettre à mal le pays. Malheureusement, ici, on voit que chacun se bat pour soi-même, mais ils se battent pour eux-mêmes avec le label des régions, sans servir les régions, sans se battre pour soulager la souffrance des populations. Vous ne pouvez pas venir dire, moi je suis de Gao, je vais parler au nom de Gao, je peux parler au nom de Gao, alors que vous ne vous intéressez pas à la souffrance des gens. Ils sont en mesure d'aller voir le président pour leur dire tout ce qui est bon qu'ils peuvent faire, mais qu'ils ne font jamais. Et voilà ce qui me fait mal et ce qui me donne tous les cocktails de colère, de frustration, de gêne que j'ai. D'accord. Voilà. Sidi Barka, dites-nous quelle est la situation actuellement à Ménaka. On avait appris que toutes les routes pour accéder à cette ville aussi étaient bloquées. Est-ce qu'il y en a qui ont été libérées maintenant où on peut circuler? Ok, merci. Donc je rappelle que, comme vous l'avez dit, il y a un moment où la route qui mène sur l'Algérie est bloquée et continue d'être bloquée. Et la route qui quitte facilement Ménaka pour le Niger aussi a été bloquée. Ça, c'est le Niger même qui la permet pour des raisons techniques. Et tout récemment, il y a 2 semaines de cela, on vient de nous bloquer la route Gao-Ménaka. Donc, après des démarches des uns et des autres, contrairement à Gao, je pense qu'au niveau local, les communautés, la société civile, toutes les autorités se sont quand même mobilisées. Et la même chose s'est passée à Bamako. Les soutiens de Ménaka qui sont à Bamako se sont mobilisés. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons quand même la route Gao-Ménaka qui a commencé quand même à se desservir à travers une escorte qui va amener les camions sur Ménaka. Donc ça, c'est le souffle que nous avons aujourd'hui. Je sais que beaucoup de choses, les ministres qui sont arrivés aujourd'hui promettent beaucoup de choses. Ce n'est pas facile. Contrairement à madame, connaissant les réalités de notre État, il va falloir qu'on fasse beaucoup doucement. Cet État a trouvé une situation très, 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 très difficile. Il va falloir aller par des étapes. On ne peut pas tout assainir, on ne peut pas tout gérer à la fois. Donc, c'est que chacun de nous s'implique pour faire un peu de ce qu'il peut faire pour que la solution soit trouvée. Donc c'est pour dire qu'en tout cas à Ménaka, pour le moment, la route du Niger reste fermée, celle de l'Algérie reste bloquée, et celle de Gao a connu une légère quand même ouverture en attendant si ça continue, on va dire Dieu merci. C'est la seule route qui a commencé quand même à être libérée pour nous. Ok, est-ce que vous voyez aujourd'hui au niveau de Ménaka des actions qui sont en train de mener par l'État, au-delà de l'arrivée de cette délégation ministérielle, des actions, que ce soit des opérations militaires pour essayer de sécuriser, sinon lever les blocus sur ces axes routiers-là? Bien, affirmatif, nous voyons des actions menées par l'État, les autorités militaires, dans la région, partout.
pour vraiment essayer d'alléger la situation sécuritaire. Il y a eu beaucoup d'actions entre Menaka Gao, entre Ansango Menaka, et entre le Niger et même sur la frontière de l'Algérie, et même tout près de Menaka. Sur tous les côtés, quand même, l'armée a fait des actions qui pourraient quand même, dans un temps, permettre l'ouverture de ces voies. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas facile. Il faudrait qu'on patiente, il faudrait qu'on aide l'État. L'État à lui seul, il a besoin d'informations, il a besoin de bonnes communications pour que lui-même puisse agir. Et donc, sinon, l'État est en train de faire de son mieux, de ne pas dire qu'il peut tout satisfaire, mais sur le plan sécuritaire, quand même, ils sont en train de faire quelque chose. D'accord. Docteur Touré, alors, vous l'avez dit, que c'est une guerre asymétrique que les groupes armés imposent à l'État. Mais ces routes aussi, il faut que ces routes soient en tout cas praticables pour que les populations puissent se déplacer. Quelle solution l'État peut trouver aujourd'hui? Est-ce qu'il a les moyens de sécuriser ces axes routiers-là, ou bien il faut trouver d'autres alternatives pour que les populations puissent se mouvoir? En termes d'alternatives, je dirais que l'État a à son niveau certains moyens, c'est-à-dire faire des escortes comme ils sont en train de le faire. Mais est-ce que les escortes peuvent suffire? Je dirais non. Parce que comme c'est une guerre asymétrique, à variables inconnues, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Mais les leaders communautaires à leur niveau peuvent faire des négociations, des dialogues. C'est-à-dire, moi, à mon niveau, je vais me soutenir par Gandhi, qui dit si on veut la paix réelle, contre la guerre réelle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut commencer à enseigner la paix aux enfants. C'est-à-dire qu'il faut carrément réformer. C'est-à-dire que la réforme s'impose au niveau de chaque localité. Les réformes dans les relations sociales, les réformes politiques et les réformes sécuritaires à travers l'implication de la communauté. Et aussi, la force ne sert absolument à rien. Parce qu'on peut être avec les militaires tout de suite, ils restent sur place. Un jour où les militaires ne viendront pas, ils viendront. Donc qui les connaît, c'est les populations sur place. Donc il faut que, et certainement nous sommes dans la logique avec ce qui se passe avec les dialogues intermaliens. Le dialogue certainement va s'atteler à mettre dans ces termes de référence comment réformer, comment sensibiliser la communauté à la base, comment impliquer les leaders communautaires pour combattre la guerre asymétrique. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu déjà des initiatives dans ce sens? Depuis plus d'une décennie, nous sommes dans cette situation. Est-ce que des initiatives locales n'ont pas été développées pour trouver des solutions, en tout cas locales, pacifiques à ça? Bon, les initiatives ont été développées, mais c'est-à-dire, est-ce qu'ici, il faut faire une introspection? Est-ce que les vrais acteurs ont été contactés? Est-ce que celui qui peut agir au nom de la communauté a été contacté? Est-ce que celui qui agit au nom de l'autre groupe a été contacté? Est-ce qu'on l'a écouté? Qu'est-ce qu'il veut? Et comment il peut adhérer, et comme on dit, naturellement dans le train? Donc, c'est des questions que l'État à son niveau peut gérer. Et aussi l'État à son niveau avec les patrouilles, les convois militaires aussi, c'est une solution, mais ce n'est pas une solution durable. Donc pour dire, il faut vraiment à ce niveau que l'État intervienne par des sensibilisations, comment conserver la paix, comment faire de sensibilisation pour prévenir les conflits à la base, comment faire intervenir les leaders communautaires, et comment réformer de façon générale la situation sécuritaire. Et on nous a appris que la sécurité de tout un chacun commence par soi-même. Donc il faut l'implication des uns et des autres à tous les niveaux. Mais c'est là restant que l'État est le garant de la sécurité, du bien-être des personnes et des biens sur le territoire donné. Mais quel dialogue l'État peut développer, Mme Maïga, avec des groupes armés? Vous le disiez tantôt, Dr Touré, que le CSP a décrété un embargo sur ces régions. Le CSP qui est aujourd'hui considéré comme un groupe, comme des groupes terroristes par l'État. Est-ce que des discussions peuvent être possibles entre l'État et ces groupes pour arriver à une solution? Madame Maïga. Merci beaucoup. C'est la question, elle revient régulièrement, mais le CSP est bien connu. Le CSP était autour de la table. Si les autres pays sont en train de calmer le jeu, pourquoi le Mali ne le fera pas? Ce dont je ne suis pas très d'accord, c'est de négocier avec ceux qui ne sont pas maliens. Ceux qui ne sont pas maliens. Et ce dont je ne suis pas d'accord non plus, c'est que des Maliens qui sont au CSP, qui sont originaires de ces régions, qui sont des enfants de cette région, affament et tuent leur propre part.
Et là, ce n'est pas le gouvernement qui va les faire asseoir pour leur dire ça. Ce sont les leaders communautaires qui peuvent les faire. On n'a pas commencé comme ça. Il y a eu une première crise. L'État a avancé les populations qui sont allées parler directement aux communautés. Je sais aussi, en ce moment, j'étais jeune, mais j'ai eu la chance d'être avec les groupes qui parlaient avec les autres. Je sais que c'est remous de certains qui n'étaient pas d'accord qu'on les mette autour de la table, certainement qui pensent qu'il y avait à manger et à boire là-dedans, mais ce jour, il n'y avait rien là-dedans. Qui ont parlé avec eux. Le blocus de Boni avait été levé un moment, ce n'est pas le gouvernement, même le gouverneur ne savait pas, c'est les communautés qui ont discuté de cela. Vous comprenez? Donc, il faut faire place à ces discussions. Il faut faire pas, parce que les ressources sociaux dans ces régions existent encore. Les ressources sociaux existent. Ceux qui ne doivent pas se mêler de ceux qui ne les regardent pas, il y en a encore qui ne s'en mêlent pas. Vous ne verrez pas, je ne vais pas citer de noms. Ceux qui sont solides, vous ne les verrez jamais se mêler de ceux qui ne les regardent pas. Et ça, c'est des gens qui, quand ils appellent, tout le monde vient les répondre. C'est ici qu'on va nous parler de Sonré, Arabe et Touareg, mais quand vous partez à Gao, il n'y a pas de Sonré, Arabe et Touareg. Il n'y a que des gens de la région. Il y a un imam qui peut appeler tous ces enfants-là et leur dire, écoutez, vous arrêtez. Il y a des femmes qui peuvent les appeler pour leur dire, écoutez, arrêtez. Il y a même des groupes de jeunes qui peuvent les appeler, et c'est le vice faire ça partout. On n'a pas besoin, en tout cas moi, dans mon entendement, en tant qu'actrice de paix, pour moi, le bâton n'a jamais résolu un problème à 100%. Même l'armée la plus équipée, je ne dis pas la plus forte, les Américains ne sont pas en guerre. Vous n'avez jamais entendu les Américains en train de se battre contre quelqu'un. Je crois que depuis que les affaires de l'Amérique du Sud-Nord ont fini, là, on n'est plus rentré dans ça. Parce que ça ne sert à rien. Et puis, c'est des sources d'inquiétude pour les familles. Les gens qui ne sont pas des familles militaires peuvent demander à ce que les militaires aillent à la guerre tout de suite, tous les jours. Mais l'enfant du militaire n'a pas envie de voir son père partir en campagne tout le temps. Oui, l'épouse... Nous avons fait quand même près d'une décennie dans le dialogue, les négociations, les accords ont été signés, mais finalement, ça n'a rien donné. Est-ce qu'on peut toujours être optimiste que c'est la voie? Moi, je suis parfaitement optimiste si ça se passe correctement. Vous comprenez? Je n'ai pas vu la rébellion sous Modibo. Ça, je n'ai pas vu. Celle sous Moussa Traoré, je ne me suis pas impliquée. Mais les décisions qui nous ont amenés au pacte national, la grosse erreur du gouvernement, c'était d'arrêter la mise en œuvre du pacte en mi-chemin. Et aussitôt, on a dit, vous allez nous amener dans une autre guerre encore. Vous allez nous amener dans une autre guerre plus difficile et plus compliquée. Parce que les gens sont assis un bon matin, on dit, même là, pour l'accord, on a prié. Pour le pacte national, on n'a même pas entendu. On a fini, c'est bon. Il faut continuer à négocier. Les autres pays négocient. D'accord. Les autres pays négocient. Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose d'aussi compliqué que l'Algérie. Mais les Algériens ont négocié jusqu'à mettre les choses. Il faut toujours négocier parce qu'il y a tout, même au sein d'une famille, il y a toujours des incompréhensions. Mais il faut chercher à savoir aussi pourquoi il y a ces incompréhensions entre ces communautés-là et l'État. Certainement que le dialogue en cours va avoir le courage de faire le diagnostic de pourquoi ces populations-là sont toujours en train de se révolter. Et si on fait le diagnostic de manière courageuse et qu'on dise voilà les problèmes, voilà les responsabilités de chacun, voilà les torts de chacun et qu'on parvienne à trouver le problème, je vous jure qu'on n'ira plus à la guerre. Peut-être que chaque fois qu'il y a un problème, on va toquer à la porte du préfet ou bien du gouverneur pour dire un tel m'a fait telle chose, je n'en veux pas, il faut qu'on trouve la solution. Et c'est comme ça que ça se fait partout. D'accord. Sidi Barka, est-ce que vous êtes d'accord comme avec Mme Maïga et Dr Touré que en tout cas l'issue peut être le dialogue, ou bien vous pensez qu'il faut passer par d'autres méthodes aujourd'hui pour libérer, par exemple, pour lever ces blocus-là, puisque c'est l'actualité, pour vous, est-ce qu'il faut discuter ou bien il faut passer par d'autres méthodes? Ok, d'accord. Moi, je sais qu'on peut toujours garder le dialogue comme un grand espoir et le dialogue a toujours été souvent dans certaines situations les moyens les plus pacifiques et les plus gagnants. Mais j'avoue que, à entendre madame, je trouve que
elle est un peu en déphasage avec la situation actuelle d'insécurité dans notre région. Le dialogue, je pense que notre État a tendu la main. Combien de fois, combien d'années, depuis l'arrivée de l'aménagement, combien de fois on a tenté, mais cela n'a pas abouti. Et le dialogue aussi, il faut des interlocuteurs. Moi, je pense que tout récemment, le gouvernement a tendu la main à tout le monde. Il y a eu des démarches pour que les Maliens qui soient soi-disant terroristes soient contactés, négocier avec eux. Ça a été des propositions des Maliens. Ça a été tenté. Et moi, je pense que le dialogue n'a jamais été rejeté par le Mali. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et nous ne souhaitons pas la force. Nous ne souhaitons pas que nos jeunes meurent. Nous ne souhaitons pas que nos frères meurent. Mais souvent, il faut la force, souvent. Alors, vous avez dit que pour le dialogue, il faut un interlocuteur. Pour vous, il n'y a pas d'interlocuteur aujourd'hui dans la région avec qui le gouvernement peut discuter? En tout cas, moi, je sais que tous les interlocuteurs, je ne les connais pas, qui vont tendre la main à l'État ou auquel l'État va tendre la main pour... si c'est des groupes soi-disant terroristes ou bien d'autres choses, que vous dites que c'est des terroristes. Si c'est des Maliens, on peut les tendre la main, mais des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit même pas. Madame a parlé des leaders, tout ceci. Là. Moi, je ne suis pas... Il n'y a pas de... Tout le monde a une certaine peur aujourd'hui. Tout le monde a une certaine peur pour devenir interlocuteur ou bien aller entre les autres groupes et l'État malien. D'accord. La situation a complètement changé. La situation a complètement changé. Même les leaders, ils se cherchent. Ils se cherchent. S'ils avaient quand même ici, s'ils étaient sûrs, ils allaient demander ça à l'État malien. On a demandé des gens qui sont capables d'aller vers les autres pour négocier. Et il n'y en a pas. D'accord. Il n'y en a pas, moi, je ne suis pas, en tout cas, moi, je ne connais pas ici. Quelqu'un qui est capable, qui est prêt à aller négocier avec les autres groupes pour que la paix revienne. J'ai entendu des négociations avec des transporteurs, j'ai entendu des négociations, mais jamais avec l'État. Pourtant, si c'est possible, vraiment, c'est la meilleure chose. Négocier, c'est la meilleure chose. La guerre, on n'en a pas besoin. La force, on n'en a pas besoin. Mais aujourd'hui, c'est la paix. Comment amener la paix s'il n'y a pas de dialogue? Je vous en prie. D'accord. Madame Maïga, selon Sidi Barka, le problème, ce n'est pas le dialogue, mais avec qui dialoguer. Même si on a quelqu'un avec qui dialoguer, qui est prêt à aller vers ce quelqu'un-là pour dialoguer. Est-ce qu'à Gao, la situation se présente différemment? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des interlocuteurs avec qui on peut dialoguer, selon vous, au niveau de la région de Gao? Merci bien. Je voudrais d'abord dire à M. Baka que j'ai rarement vu dans mon milieu un homme qui n'est pas un gentleman, qui parle de cette manière à une femme. Je ne suis pas en déphasage. Ça, c'est des termes que nous, on ne se dit pas chez nous là-bas, tu le sais très bien. Madame est une femme du terroir. Je ne suis pas de Menaka, mais je suis du terroir. Ça veut dire que je ne peux pas maîtriser à 100% Menaka où je ne vis pas, même si je crois comprendre les paramètres là-bas. Mais la région de Gao, la région de Douanza et même Mopti, parce que je tiens à vous dire que originairement je suis de Hombori, de père et de mère, donc je suis de là-bas, grandi un peu dans la région de Mopti, et Tombouctou, qui n'est pas différent du tout, et même Kidal, qui n'est pas différent de ces zones. C'est que le dialogue est possible. Le dialogue est possible. Si le dialogue n'est pas possible à Menaka, faisons en sorte que ça soit possible. Mais dans ces régions dont je viens de citer, le dialogue est possible. Le dialogue est bien possible. Parce que les gens savent qui sont ceux qui coupent les routes. Les gens savent qui sont ceux qui coupent les routes. Les gens savent. Les gens savent qui braque qui. Les gens savent qui quitte où pour venir braquer à Gao. Ça aussi, les gens le savent. Les gens savent qui braque dans quel quartier à Gao, savent qui braque dans le Gabero, qui braque dans la commune
de Ouattagona. Parce que c'est là les grâces qui braquent à Bara, qui braquent entre Gossi et Hombori. Qui fait quoi dans le secteur de Douanza? Les gens savent. Quand vous prenez la région de Douanza, vous montez vers Tombouctou et autres. Mais il y en a des gens qui peuvent très bien parler avec Amadou Koufa. Où est le problème? Si tout cela Donc, est possible. si tout cela est possible, il faudrait... Pourquoi on ne le fait pas? Justement, moi c'est la question que je me pose. Au niveau local, on ne le fait pas. Au niveau local, je vais vous dire clairement qu'au niveau local, on le fait. Maintenant, quand je parle de 2 accords qui ont été signés à Gao entre les communautés. Est-ce que vous comprenez? Et ces accords-là, certains sont en train d'être mis en œuvre par le gouverneur de la région de Gao. Vous comprenez? Avant, vous ne pouvez pas sortir avec votre sac à main, on vous enlève jusque dans vos maisons. Ça, c'est des choses qui ne se font plus encore. Hein? J'ai parlé du cas du premier blocus, ou bien le deuxième, ou bien le 1e blocus sur la route Boni et Douanza-Hombori. Ceux qui ont fait la réunion de Boni, même le gouverneur de Douanza n'avait pas été invité. Maintenant, c'est d'autres acteurs qui sont là-bas. Ces autres acteurs, il y a des relations sociales, des grands liens sociaux qui les lient, même s'il y a des étrangers parmi eux. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont le long de la zone des 3 frontières sont des parents. Je le dis, je sais, je suis de cette zone. Les gens qui sont le long de cette frontière, quand vous prenez tout Bankazo, Ombori, jusqu'au Deleboulik ici pour aller vers le Burkina, c'est des parents qui peuvent se parler, qui peuvent aller se parler entre eux. Du bétail a été enlevé dans le secteur là. Quand les gens ont saisi directement la gendarmerie de Tira, on n'a pas demandé au gouverneur du Gao, on n'a pas passé par Bamako, c'est entre nous, communautés. Tera au Niger, parce que ce sont nos parents. Voilà que le Songoï de Tera ne va jamais boire de l'eau devant moi. Vous pensez que si je tombe sur un d'entre eux là en train de prendre quelque chose quelque part et que je lui dise qui je suis, il le laissera. Peut-être que les choses vont changer demain, mais pour le moment, ce genre de choses existent. D'accord. Donc, il faut falloir... Moi, je ne désespère pas. Et le gouvernement, c'est mon gouvernement. L'armée, c'est mon armée. Je ne les accuse pas d'ailleurs. Ils font ce qu'ils peuvent. Oui. Mais rien ne peut être résolu uniquement par la force, parce que ça finit par revenir à la case de départ. Et ce n'est pas de cela que nous avons besoin pour notre pays. D'accord. Docteur Touré, nous avons vu que le Mali, le Burkina, le Niger se sont mis ensemble pour créer l'alliance des États du Sahel. Il est prévu dans le cadre de cette alliance que ces 3 pays fassent des missions conjointes. Est-ce qu'aujourd'hui, de telles missions peuvent amener la stabilité, la sécurité dans cette zone qui fait frontière avec le Niger quand même? À mon niveau, oui, évidemment, parce que c'est ça même l'idée créatrice de l'Alliance, Impact de défense mutuelle. Et ça serait l'occasion, l'opportunité de rappeler qu'il serait opportun aux autorités de voir avec les Niger pour soulager la souffrance de la population de Meneka, de faire des patrouilles mixtes sous forme de convois humanitaires. Parce que, comme je l'ai dit, hormis le dialogue, il faut de la présence de l'armée à travers la sécurisation des convois militaires jusqu'à un certain niveau. Et un exemple de dialogue a été fait à Tombouctou. N'oubliez pas que Tombouctou a été imposé souvent à un moment donné sous forme de blocus, avec le rôle, le leadership du gouverneur Bakoum, que je salue, et les leaders communautaires de la région de Tombouctou, comme Taudeni, le gouverneur de Taudeni aussi, sont mis ensemble avec les leaders communautaires qui ont contacté qui de droit à travers des lettres écrites en arabe et transmises à qui de droit. On permet aussi que cette souffrance puisse être sous les mains. Il y a toujours le main dans la guerre asymétrique. Les mouvements, je peux dire, il y a 10. 9 peuvent être d'accord, un peut dire non. Donc, il va continuer à s'aimer le 2 heures. Juste, c'est des questions de leadership, des questions d'intérêt, des questions de manifestation pour dire que je suis là. Venez me voir, moi, je suis là, je compte. Donc, si on part vers chacun d'eux, et c'est ce qui va m'amener à dire que dans le dialogue qui va venir certainement, il faut que la raison prime. On laisse les passions de côté. L'accord d'Alger a des acquis. On ne peut pas partir à partir de 0. On part à partir des acquis de l'accord pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans l'accord, qu'est-ce qu'il faut laisser, qu'est-ce qu'il faut accepter et continuer avec. Tendre la main à tout ce qui peut venir. Et aussi, n'oubliez pas que la justice aussi devrait se manifester. La rétribution de la justice. C'est-à-dire, comme moi je suis de Tombouctou, elle laissait le bateau
Ce sont nos parents. Il y a eu beaucoup de cas, ce sont nos parents. Donc cela veut dire qu'on peut faire le dialogue, la réconciliation à partir de la vérité et de la justice. Mais la guerre, elle seule, ne peut pas suffire. Parce qu'on a vu le cas, comme l'a dit madame, en 1954-62, l'Algérie a été victime de la guerre asymétrique, mais l'Algérie a su dépasser, avec l'aide du Mali, avec l'aide d'autres partenaires, pour faire face pour avoir non seulement la sécurité, la paix et la stabilité en Algérie. Et jusqu'à présent, l'Algérie utilise des négociations. Je donne un exemple. En Algérie, il n'y a pas d'immigrés ou d'immigration. Tu rentres en Algérie, tu es algérien. Si on t'accepte. Donc cela veut dire que le Mali aussi peuvent aussi avoir des méthodes avec ceux qui sont dans ce cas, les appeler, voir avec eux, discuter avec eux, comment les faire revenir à la raison, tout en restant ferme. D'accord. Sidi Barka, dites-nous rapidement, j'ai deux questions à vous poser rapidement. Est-ce que la situation des déplacés, est-ce qu'il continue d'arriver des déplacés? Merci. Donc, avant de répondre à votre question, nous n'avons plus qu'une minute. Si vous pouvez aller directement. Oui, je présente mes excuses à madame d'abord par rapport au mot que j'ai placé. D'accord. Ce n'est pas du tout pour le verser ou autre chose, toutes mes excuses. D'accord. Par rapport à Menaka, les PDI continuent à arriver, parce que, comme vous le savez, la région de Menaka, presque tout le monde est à Menaka. Mais ceux qui étaient dans les alentours là ont toujours été un peu poussés à revenir à Menaka, donc ils sont tous considérés comme des PDI. Sinon, tout Menaka est là. D'accord. Deuxième question, est-ce que vous pensez que la conjugaison des efforts sur le plan militaire entre le Mali et le Niger ou même le Burkina peut être une solution à la situation? Moi, je pense que la conjugaison de ces efforts pourra quand même beaucoup aider la sécurité et la circulation des personnes et de leurs biens. Comme monsieur le docteur l'a dit, lorsque ces patrouilles sont là, les patrouilles sont là en train de pratiquer les actes, tout ça, ça permettra quand même de découvrir non seulement les malfrats et permettre aussi la circulation des personnes et de leurs biens. Donc, ensemble, ces forces ensemble pourraient quand même beaucoup aider la sécurité et la circulation des personnes et de leurs biens. D'accord. Madame Maïga, le dernier mot à vous, au-delà du dialogue, quelle peut être l'alternative? Ou bien il n'y a pas d'autre alternative que le dialogue pour résoudre ce problème? En tout cas, pour moi, la force doit être le dernier recours. Il faut aller au dialogue, il faut aller à la mise en confiance des populations. Et vous savez, ceux-là, comme M. Touré vient de le dire, pour nous qui travaillons sur ces questions, la sécurité, elle est individuelle avant d'être collective. Je ne peux pas comprendre que dans certains pays, vous savez que dans certains pays, que je ne vais pas citer, aussitôt que vous rentrez dans la ville ou bien vous arrivez à la frontière, tout le monde est au courant qu'un étranger est venu. Tout le monde suit les faits et les gestes. Et ça se faisait à Gao et à Tombouctou. Aujourd'hui, il va falloir que les forces de défense et sécurité acceptent d'avoir confiance aux populations pour qu'on puisse déjouer certaines choses, mais aussi pour qu'on puisse faire de chacun un soldat de la République. D'accord. Cela va mettre terme à cette émission qui parlait aujourd'hui de la situation humanitaire difficile au nord et au centre, des blocus sur plusieurs axes routiers dans ces régions. Nous recevions aujourd'hui pour en parler Dr Ahmadou Touré, il est chercheur en sciences politiques, paix et sécurité. Fatoumata Maïga, elle est présidente de l'ONG Association pour les initiatives de paix. Et Sidi Barka, il est le président de la société civile de Menaka. Ce débat a été réalisé par Mariam Koulibaly et Mirana Maïga, à la mise en onde Adjaratou Traoré, Gagny Kanté était à la régie vidéo, Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Merci et à demain.